Bon alors, donc moi je suis venu avec un Parkinson et donc je l'ai depuis 4 ans, bon ça se passe pas trop mal, mais je suis à l'écoute, je suis chercheur en sciences en neurosciences, hein, quasiment, parce que quand tu as une maladie comme ça, tu te mets à chercher, on te file plein d'infos, Roselle m'a encore proposé aujourd'hui, etc. Et d'autres. Et j'ai eu recours à un docteur qui m'a beaucoup séduit à un moment, c'est une femme médecin de Cholet là, qui pratiquait la médecine des 4 plaies, que c'était tout à fait séduisant au premier abord, une médecine participative, prospective, participative, personnalisée, et le dernier P, j'ai oublié. Rémunérative. Non. Et donc, c'est un bon pote à moi qui me l'avait proposé, et donc je suis allé pendant 6 fois chez elle, parce qu'elle faisait un cours sur le gluten, et qui était tout à fait intéressant, avec une pharmacienne chinoise en plus, enfin, c'était tout à fait intéressant. Mais elle m'a fait faire une analyse génétique où j'avais le HLA, tu sais, les détections par les gènes, les génétiques du sang, un truc qui m'a coûté 190 € là. Alors, c'était censé être prédictif ou je sais pas quoi. Et alors, elle m'a dit que tu as 2 ou 3 gènes qui sont mauvais là par rapport à. Et ça m'a tout à fait perturbé. J'ai jamais osé en parler à personne. Tu as 2 ou 3 gènes qui sont qui t'induiraient directement à avoir la maladie de Parkinson, c'est ça? C'est ça. Non, pas des gènes Parkinson parce que ça n'existe pas. C'est des gènes de maladie de cœliaque là. D'accord. Mais moi je me dis, mais ça c'est encore un truc de norme, c'est pas tout à fait ce que je pense. Moi Pourquoi ça t'inquiète? Ça m'inquiète parce que c'est un médecin qui m'a dit ça, qui m'a fait faire, que j'ai payé. En fait, la question c'est, on aurait détecté chez toi des gènes qui expliqueraient une intolérance au gluten. Oui. Et tu veux savoir si ça existe. Je veux savoir ce que tu en penses. Je n'ai pas amené mon dossier là. Est-ce que je peux étoffer la question, si je peux me permettre, finalement, par rapport à cette question génétique qui a, je crois, pas été tout à fait abordée, mais quelqu'un qui... Oui, voilà. Je ne sais pas du coup ce que tu en penses, mais quelqu'un qui naît avec une pathologie comme la drépanocytose ou des choses quand même assez lourdement ancrées génétiquement, comment tu parles de l'homéostasie à ce moment-là? Donc, ou aussi des gènes... C'est-à-dire comment tu dis à la personne, là, vous inquiétez pas, votre organisme fonctionne parfaitement, ça va se régler tout seul. C'est compliqué. Je laisserai Pierre répondre après. Moi, je ne vais pas lui dire que votre organisme fonctionne parfaitement, ça va se réparer tout seul. Je vais dire votre organisme fonctionne parfaitement par rapport à ce qu'il est, de toute façon. À titre personnel, tu me parles de matériel génétique, on parle de matériel génétique. Je pourrais partir du paradigme que le matériel génétique, c'est une donnée fixée à la base. Ce que je suis loin de penser, de toute façon, puisqu'il y a une expression épigénétique du matériel génétique, donc de toute façon. Mais même si le matériel génétique était fixé à la base, je me dirais, il est fixé à la base, on ne va pas passer des plombes à pleurnicher sur l'état de notre matériel génétique, on va s'intéresser aux conditions sur lesquelles nous, on peut jouer actuellement pour améliorer la vie de cette personne dans les conditions inhérentes qui lui sont données à la base. Et comme en plus je sais que l'expression du matériel génétique est complètement dépendante du contexte environnemental, je me dis qu'il y a des chances qu'en modifiant le contexte environnemental, on modifie aussi l'expression du matériel génétique. Même quelqu'un qui a une trisomie 21 ? Même quelqu'un qui a un bras qui lui manque. Je préfère prendre le non mais, dis ça. C'est... Pourquoi pas ? Mais alors, automatiquement, on va me dire, ah mais là, c'est dégueulasse parce qu'en fait, tu lui fais miroiter des faux espoirs. Personnellement, je préfère tenir un discours qui va faire espérer à la personne un meilleur pour sa vie que de l'enfermer dans un déterminisme génétique qui lui dit, de toute façon, c'est foutu, reste là où tu en es.
Et c'est pas pour moi des... En plus, c'est pas, comment dire, c'est pas des promesses de foire, d'une certaine manière. C'est-à-dire que je comprends théoriquement comment fonctionne le corps, je comprends que le matériel génétique est donné à avoir une expression épigénétique, donc j'ai toujours envie d'aller voir au-delà. J'ai toujours envie d'aller voir au-delà de ce qui paraît normal pour le corps. Donc, que ce soit une allergie au gluten ou que ce soit une maladie génétique, de toute façon, je sais qu'en modifiant les conditions environnementales de la personne, de toute manière, au pire, on aura une amélioration sensible de sa qualité de vie dans le cadre du handicap qui est le sien, et au mieux, pourquoi pas, on ne pourrait pas vraiment rêver d'une amélioration flagrante au point qu'on sorte de l'état qui présidait à la question de départ. C'est mon attitude. Non, c'est simplement pour revenir au gène dont vous parliez, le gène HLA-B27. Hein. Pardon ? Tu veux le sèche ? Non, c'est bon, merci. Je suis fatigué. Le gène, donc, ce gène-là, c'est vraiment pour moi, parce que c'est quelque chose que je vois encore souvent au cabinet, et franchement, à chaque fois qu'on me présente un examen biologique en me montrant ça, je regarde le patient dans les yeux, je leur dis so what ? Et alors ? Parle anglais. Non mais je veux dire, ça me fait une belle jambe, quoi. Je veux dire, qu'est-ce que je fais de ça ? Comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que ça revient, alors je suis vraiment désolé de revenir sur les mêmes choses, mais à ce qu'on me disait tout à l'heure, le fait de nommer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on nomme quelque chose, on lui donne une légitimité. Et donc là, on a trouvé enfin voilà, on a décidé que ce gène-là, qui effectivement, on l'a retrouvé sur les intolérances au gluten, mais jusqu'à preuve du contraire, en tout cas moi, sur les études que j'ai lues par rapport à ça, je ne suis pas sûr que des gens qui n'ont pas d'intolérance au gluten ne présentent en aucun cas ce genre de gène. D'accord ? Parce que ça voudrait dire que ce gène-là est spécifique et uniquement lié à ça. Chose auquel je ne crois absolument pas. D'accord ? C'est comme le rôle des triglycérides, hein, qui à un moment donné a été focalisé sur une fonction. Donc on a décidé de se battre comme ça, alors qu'on s'était rendu compte que c'était d'elle que dépendait une quarantaine de cascades enzymatiques et chimiques dans le corps dont la cellule avait absolument besoin. Donc au bout d'un moment, moi je pense que les choses, on parlait la dernière fois des tests et des analyses qui permettent de révéler aussi les pathologies, je pense aussi qu'elles sont aujourd'hui extrêmement orientées et qu'elles sont au service de rendre une légitimité à un système qui ne pourrait jamais fonctionner sinon. D'accord ? Donc, voilà. Donc, moi, ça, pour moi, je reviens toujours sur la même chose, mais c'est une magnifique diversion. Magnifique. Oui, puis on te vend actuellement du sans gluten. Hop, HLA-B27, ok, bon, passez par la case médicaments. C'est tout. Non, et puis voilà, il y a toute une culture maintenant de la maladie cœliaque, des produits spécifiques pour les cœliaques, remboursés par la sécurité sociale, donc c'est devenu un système. Puis là, tout le monde l'a repris. C'est devenu un véritable système. Et effectivement, ces analyses d'intolérance aux aliments aussi, enfin moi ça me fait hurler. Et ça vaut très très cher. Ah bah oui. C'est très à la mode. Et on explique tout avec des allergies aux aliments. Et en plus, la voie qui est proposée ensuite, c'est ça qui est le pire pour moi, c'est qu'on te détermine à partir de certains critères limités une allergie à certains types d'aliments, et la conclusion c'est évite ces aliments. Donc on évince de ta palette alimentaire des aliments à partir de seulement 2 ou 3 critères, sans avoir... Enfin je veux dire, c'est catastrophique, parce qu'en même temps, on réduit les palettes alimentaires, donc on réduit les nutriments qui sont abordés par les personnes. C'est de la mode, c'est de la pure mode. Je voudrais juste rebondir. Je crois que tout le système est fait comme ça. On parle de Oui. l'alimentation. Ah oui, non, tous les domaines. Mais on est un tout. Tous les domaines sont pareils. Tous les domaines sont pareils. Et on se fait ratiboiser. Absolument. Petit à petit. Absolument. Dans tous les domaines, Absolument. dans l'éducation, dans la santé, etc. Tout à fait. À un moment donné, il faut faire un choix. Tout à fait. Ou on accepte que l'extérieur nous définisse Voilà. et nous détermine. Oui. Ou à un moment donné, on commence à s'informer, Exactement. connaître, expérimenter. Exactement. Commencer à repousser un peu toutes ces barrières qu'on met devant. Et c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Je voudrais juste revenir sur une chose, parce que c'est quelque chose qui revient très souvent au cabinet, et je pense que c'est important d'en parler. Ostéopathie. Oui, pardon, cabinet d'ostéopathie. Parce que j'ai souvent les patients qui viennent me voir et qui dont je leur demande toujours s'ils ont passé des examens, de me les amener. Et donc souvent ils viennent, et donc je regarde les clichés, je regarde les échos, je regarde les radios, je regarde les prises de sang. Et donc je les regarde, et puis ils me disent, ils me demandent de leur expliquer. Mais je leur dis, mais on ne vous a pas expliqué.
personne ne leur a rien dit. C'est-à-dire qu'on leur a fait passer un truc, mais ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Donc, alors du coup, moi je prends à chaque fois une quinzaine de minutes pour leur expliquer. Et ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à déterminer des pathologies ou des syndromes à partir d'éléments sur une prise de sang. Ce qu'il faut savoir, c'est que alors, je vous prends un exemple d'une radio. Quand vous faites un cliché radio, d'accord, on ne trouve que ce que l'on cherche. C'est-à-dire que le radiologue, il est formé pour voir votre radio d'une certaine façon. Et donc, lui, ce qu'il va chercher, ce sont les fractures et d'autres éléments, voilà, d'une certaine façon. Mais c'est quand même assez... c'est très protocolaire, d'accord ? Mais ça ne veut pas dire que si le radiologue ne constate rien, qu'il n'y a rien. C'est comme la personne qui est venue la dernière fois, elle a fait une échographie du foie. Elle dit, ben oui, j'ai fait l'échographie du foie, il m'a dit qu'il n'y avait rien. Mais comment ça, il n'y a rien il n'y a pas de foie ? Ben si, évidemment, il y a le foie, mais le foie n'a rien. Comment ça, le foie n'a rien ? C'est-à-dire qu'il est vide ? Non, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment et qu'on a essayé de regarder quelque chose et qu'il n'y a rien, eux, ils considèrent qu'il n'y a rien. Alors qu'on ne trouve que ce que l'on cherche. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je regarde les clichés de radio, je ne regarde pas du tout la même chose que le radiologue. Absolument pas. Et j'y vois des choses très intéressantes qui peuvent m'indiquer des choses sur le diagnostic à faire. Pour les bilans biologiques, c'est catastrophique. Parce que les éléments figurés qu'on retrouve dans le sang varient de façon incroyable en très très peu de temps. Donc lorsque vous prenez une prise de sang à un instant T, c'est l'état d'adaptation de votre corps à ce moment-là. Mais entre le moment où vous lisez le bilan et le moment où vous l'avez fait, vous pouvez être sûr que les données ne sont plus du tout les mêmes. Oui, c'est une photographie à un instant T. C'est une photographie, un instant T, qui n'est plus valable. Pour donner une illustration. Pour donner une illustration de ça, par exemple, il y a une chose qui est assez amusante. En France, on fait par exemple des analyses des taux de cortisol. Vous parlez du cortisol, cette hormone du stress. On fait les analyses du taux de cortisol avec une analyse de sang pris à un moment de la journée. Si tu vas aux États-Unis, que tu leur parles de ça, les mecs ils sont juste morts de rire. Enfin, morts de rire. Ils sont écroulés de rire. Pourquoi ? Parce qu'ils vont te dire, premièrement, le cortisol qui est présent dans le sang est un cortisol lié, inactivé, donc ça ne reflète en aucun cas le cortisol utilisé par le corps. Il faudrait faire des tests salivaires. Et deuxièmement, ils vont te dire, il y a des variations chronobiologiques des niveaux de cortisol. Il faut faire au moins 3 ou 4 prises sur la journée pour avoir une idée de la fluctuation du cortisol, parce qu'à un moment donné, ça ne veut rien dire. Donc, en France, on va faire tout un diagnostic à partir d'une valeur du cortisol. Et moi, j'ai déjà entendu des gens me dire j'ai trop ou j'ai pas assez de cortisol et je prends des produits régulateurs du taux de cortisol, alors qu'en vérité, on ne l'a pas du tout mesuré. C'est un peu bon, comme je disais, si tu es en voiture, tu es en train de rouler, et puis là, tu as ton voisin qui te demande on roule à quelle vitesse ? Puis là, tu regardes le poste de radio, tu dis 92.1, on est sur France Inter. C'est à peu près ça. Tu dis des chiffres, le mec il est content, tu lui as donné des chiffres, il est tout heureux, mais en fait, ces chiffres, ils n'ont rien à voir avec le schmilblick. Mais il t'a donné des chiffres, toi, tu es ah ouais, d'accord, on est à 92.1. Tranquille. Et si on est à 105.6, c'est France Info. Ça devient une forme d'actualité, ces taux de cortisol. De plus en plus, j'ai des personnes qui me disent mes analyses montrent que le cortisol, il y a un problème par là. Alors, mais il y en a toujours. Il y a un problème. Il y a le cholestérol, c'est l'analyse. Mais parce que ces examens-là, aujourd'hui, ne sont là que pour justifier une médicamentation par derrière, qu'on accepterait beaucoup plus difficilement si on n'avait pas cette éducation-là au travers des chiffres. C'est-à-dire que là, vous avez le truc qui permet de faire passer la pilule, quoi. Bah oui. En fait, regardez votre taux de cortisol, c'est marqué là. Ça y est, et là vous le faites sans gros. Tais-toi. Là, vous le faites. Et oui, en plus, vous avez les seuils à côté, quoi. Donc, vous dites, oula, là, je suis à la limite, je suis juste au-dessus. Mais ça c'est très marrant, cette histoire de seuil. Parce que je me souviens, il n'y a pas longtemps, il y a un ami qui vient me voir avec une analyse de sang. Et alors, il me montre son analyse de sang, il me dit, regarde, là je suis au-dessus, là je suis au-dessus, là je suis au-dessus. Il avait souligné au stabilo, tu sais. Mais en fait, il comprenait strictement pas ce qu'il y avait. Il était juste super angoissé parce qu'il y avait 2 ou 3 normes qui étaient au-dessus. Et voilà, qui étaient des images ponctuelles d'une situation ponctuelle. Voilà, c'est comme quand on parle de posologie, que c'est 1,5 cuillère et qu'on n'a pas la 1,5 de plus, donc on est très mal, on est sûr que ça va pas marcher. C'est exactement pareil. Que le corps stocke en 4 ans, tout. Si on montre s'il y a une déficience de la B12, oui, mais comment est-ce qu'on la mesure ? L'analyse de sang, ça veut dire qu'on en a une depuis longtemps. Mais est-ce que
le moyen d'évaluer la quantité de B12 dans le corps est réellement adapté. Parce qu'on te dit, regarde, on va analyser la quantité de sang. C'est un peu comme si on me disait, on va mesurer ta taille, hein, fais pipi dans cette burette que j'analyse ton urine. Puis on va me dire, ah, au vu de ton urine, tu fais pas la bonne taille. Ah ouais, d'accord, ça craint et tout, ainsi de suite. Je veux dire, est-ce que déjà le protocole de mesure est adapté à la mesure et à l'évaluation réelle in vivo de la substance qu'on veut évaluer? Mais comment tu fais autrement alors? C'est vrai que par exemple la B12, comment tu te... La clinique. Oui, mais si ça met 4 ans à venir, est-ce que tu attends 4 ans d'être en déficit et finalement d'avoir les premiers symptômes pour finalement te réveiller? Ou est-ce que tu essayes justement d'être en prévention et du coup... Mais tu ne pourras pas tout prévenir, c'est impossible. Là, tu vois, en ce moment, on nous a hyper focalisé sur la B12. Et c'est très marrant parce qu'il y a la B12. Et souvent, moi, dans ma petite tête de 4 ans, je me dis, ouais, et la B11, la B10, la B9, la B8, la B7, la B6, la B7, la B4, la B3, la B2, la B1 et la B0, elles comptent pour du beurre. Par contre, la B12, tout de suite, on dit, et la B12, et la B12, et la B12. Elle est à la mode. Mais tu vois, on cible sur un petit élément. Aucun élément n'existe par lui-même. Aucun élément ne vit par lui-même. La B12, elle interagit avec des tas d'autres vitamines et tout. C'est peine perdue, je crois, de vouloir analyser un élément séparément. C'est juste ça. C'est ce qui fait souvent dire à Pierre, ça surprend les gens, de dire voilà, le foie, il n'existe pas. Tout seul, il n'existe pas. Le foie, il existe en relation avec des tas d'autres organes. Analyser le foie pour lui-même, ça ne veut rien dire. Le foie n'existe pas en tant qu'organe seul. Un foie seul, c'est chez le boucher, quoi. Et puis, ce problème de B12, moi, en tout cas, la façon dont moi je le vois, c'est systématiquement l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que vous n'avez en aucun cas un problème, on va dire, de B12 et tout le reste qui va bien. Donc, pour moi, c'est un faux problème. C'est-à-dire que vraiment, on va se focaliser sur ce symptôme-là, et si on se focalise uniquement sur ce symptôme-là, on perd du temps. Voilà. Mais c'est ce qui est fait actuellement. C'est-à-dire qu'on nous pousse à se focaliser, à mettre le nez dans l'assiette et à rester focalisé sur ça. Et tant qu'on reste focalisé sur ça, on ne peut pas voir le problème, je dirais, dans sa globalité. Et donc, on est un peu... on est esclave de ça. Et donc, on va rechercher des recettes pour la B12. Et puis, dans 6 mois, ça sera autre chose. On a le cortisol, dans un mois ça sera autre chose, et autre chose, et autre chose. Et on saute de mode en mode d'ailleurs, c'est marrant, on se fait complètement balader par les magazines, c'est la mode de tel produit, la mode de tel produit, la mode de tel produit. Puis d'un seul coup, tu as un professeur éminent qui fait une révélation sur les statines. Alors à ce moment-là, tout le monde cesse body en disant ah mais les statines, et c'est le nouveau scandale. Mais personnellement, pour moi, tout ça, c'est hyper téléguidé. C'est qu'on dirige notre attention, on te dit regarde là. D'ailleurs, c'est vraiment le principe de l'illusionniste. L'illusionniste, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, regarde là. Et pendant ce temps, lui, il bricole là. Il te dit, regarde là. C'est ça. Et si tu veux comprendre comment fonctionne un magicien ou un prestidigitateur, tu regardes surtout là où il te dit pas de regarder. Il te dit, regarde là, toi tu regardes là. Tu regardes sur l'autre main. Là, avec cette main, il fait là. Et toi, tu regardes l'autre qui bouge pas quasiment. Parce que c'est à l'autre qui bouge pas qu'il va se passer quelque chose. Et là, c'est pareil. Actuellement, on est toujours en train de diriger notre attention sur quelque chose. L'alimentation, le sans gluten, le sans produits laitiers, la vitamine B12, le cholestérol, les statines et ainsi de suite. Et à partir du moment où c'est poussé à la mode, moi je crois que déjà notre détecteur devrait faire un, c'est un problème. Parce qu'au lieu de trouver des solutions, du coup on ne fait que déplacer les problèmes. Donc après...